Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère. Nous allons parler de phénomènes paranormaux. À tout de suite. Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère. Aujourd'hui, nous allons parler de phénomènes paranormaux en compagnie de Christophe Barbet qui va nous livrer son expérience sur les phénomènes paranormaux. À tout de suite. Partout, dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Christophe Barbet. Christophe Barbet, bonjour et merci de participer à cette émission. Merci à vous, c'est gentil de m'inviter. Alors, vous avez publié plusieurs livres, notamment Comment les morts s'expriment et Signes de survivance. Oui, ce sont mes deux derniers ouvrages, oui. D'accord, on en parlera tout à l'heure. Comment avez-vous découvert les phénomènes que l'on appelle paranormaux ou surnaturels, comme on veut? Tout a commencé pour moi, vraiment, j'étais tout gamin, j'avais entre 6 et 7 ans lorsque je me suis aperçu, par identification avec mes camarades de classe, que j'avais des ressentis, des perceptions différentes. Je me souviens très bien, lorsque j'allais en cours, il m'arrivait de dire à mes camarades que cet après-midi, le prof de gym sera absent, on n'aura pas de cours et on pourra rentrer plus tôt à la maison. Alors tout le monde allait voir sur le tableau des absences et le professeur de gym n'était pas inscrit. On venait vers moi en me disant « Pourquoi tu dis qu'il est absent ?» Et je disais « Je sais qu'il ne sera pas là. » Et l'après-midi arrivant, le prof de gym était absent. Il revenait me voir en me disant « Mais comment tu le savais ?» Et j'expliquais « Je ne le savais pas, je le sens. » Et on me disait « Ça ne se sent pas, c'est que quelqu'un te l'a dit. » Ou je pouvais demander à un camarade de classe « Comment va ta maman depuis qu'elle s'est faite opérer ?» Et on me disait « Comment tu sais que ma mère s'est faite opérer ?» Je leur disais « Je le sais pas, je le sens. » Alors on m'a traité de menteur, on m'a traité de bizarre. Et je me suis aperçu gamin que j'avais donc des ressentis différents. Mais si ça peut paraître pour certains un plus ou un bonus, quelque chose de plus, de pouvoir avoir des perceptions. Lorsqu'on est enfant, je peux vous garantir que j'en ai beaucoup souffert parce que je ne savais pas l'expliquer. Et je suis devenu un gamin introverti parce que j'avais très peur de me trouver dans des situations où je ne savais pas expliquer mes ressentis. Alors je ne disais plus rien. J'ai vécu une adolescence dans vraiment beaucoup d'interrogations et j'avais qu'une envie, c'est que mes parents ne s'aperçoivent pas que leur enfant n'était pas comme les autres. Et pour moi, j'étais anormal. Donc voilà comment j'ai vécu mon adolescence sans réellement bien comprendre ce qui se passait. Et puis les années sont passées et c'est à l'âge réellement de 15-16 ans que j'ai réellement pu comprendre d'où venaient ces perceptions. J'étais parti passer un super week-end chez des amis à moi, qui se prénommaient à l'époque Christelle et Olivia. C'était de très très bonnes amies de l'époque. Les parents de mes amis étaient architectes, ils avaient une maison magnifique avec une piscine, et puis on passait vraiment des week-ends formidables chez eux. Et j'aimais bien aller là-bas aussi parce qu'ils habitaient dans un village où il y avait souvent le soir des animations, un bal, ce qu'on appelait, et le soir on pouvait sortir s'amuser, chose que je n'avais pas chez moi. Mais on savait aussi très bien, Christelle, Olivia et moi, que souvent, le soir venu, selon l'humeur des parents, on pouvait sortir comme ne pas sortir. Parce qu'effectivement, ils avaient tellement de travail en tant qu'architectes, ils travaillaient chez eux. Et parfois, le soir, ils étaient tellement agacés de voir qu'ils n'arrivaient pas à mener à bien leurs tâches quotidiennes, qu'ils ne nous laissaient pas sortir, trop occupés, et pas avoir le temps de nous amener à la fête. Et on savait très bien que si on voulait avoir une chance de pouvoir sortir, mais il fallait qu'on soit très gentil et qu'on fasse exactement ce qu'ils nous disent, voire même mieux encore, les aider dans leurs tâches. Alors, comme tous les enfants qui savent très bien faire avec les adultes pour avoir ce qu'ils veulent, ce jour-là, dans ce week-end bien précis, alors que j'avais 16 ans, nous voilà comment Christelle, Olivia et moi, nous avons proposé donc aux architectes, aux parents, de les aider dans leurs tâches et ils nous ont mis immédiatement à contribution en nous demandant s'il nous était possible de dupliquer un plan sur lequel ils étaient en train de travailler. Alors j'explique, à cette époque-là, il n'y avait pas de grands photocopieurs comme il y a maintenant. Ils avaient un plan qui faisait à peu près 1,30 m sur 2 mètres.
Et il nous avait demandé, avec du papier calque, de reproduire à l'identique chacun des traits donc, qui formaient ce plan. Voilà comment, ce week-end-là, Christelle, Olivia et moi, nous nous sommes retrouvés tous les trois accroupis par terre, sur le carrelage, avec un plan par terre et un papier calque, et comment nous étions en train de redupliquer avec des règles en bois et des crayons en papier gras, sur le papier calque, chacun des traits de ce plan. Chacun s'affairait de son côté à la partie du plan, chacun menait à bien sa tâche, lorsque je me suis aperçu que ma main commençait à trembler. Donc je pensais que j'avais des spasmes, un peu des petits mouvements nerveux. Je me suis pas trop inquiété, j'ai laissé faire ma main. Par contre, j'ai commencé à m'apercevoir que ma main commençait à écrire une lettre, puis un mot. Alors c'est ce qu'on appelle le phénomène d'écriture automatique. Alors, c'est ce que j'ai su bien après. Mais dans l'instant, je peux vous dire, à 15-16 ans, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et j'ai pu, moi, voir que face à moi, écrit sur le plan, le papier calque, donc je pouvais lire une phrase toute liée, les mots n'étaient pas détachés, et la phrase était la suivante: « Éloigne-toi de Pascal ». Alors je suis resté carrément hypnotisé devant cette phrase. Je me suis interrogé sur l'aspect mécanique. Comment m'est-il possible d'écrire une phrase cohérente, lisible, alors que je ne l'ai pas pensé? Parce qu'à aucun moment, aucun des mots qui composaient cette phrase « Éloigne-toi de Pascal » n'a pu avoir été l'objet de quelque pensée que ce soit. À ce moment-là, Olivia, qui voit que j'avais donc écrit sur le plan, commence à me dire: mais pourquoi t'écris sur le plan? Si mes parents voient ça, ils vont être mécontents, ils vont pas nous laisser sortir. Ma première réaction a été: mais ce n'est pas moi qui ai écrit. Oui, vous l'avez fait comme ça, machinalement. Voilà, ce n'est pas moi, effectivement, ce n'était pas moi. Et elle me dit: mais si, c'est toi. J'ai vu quand tu as écrit le dernier mot. Et là, je retombais encore dans cette incompréhension qui avait bercé mon enfance. Mais cette fois-ci, c'était réellement une preuve irréfutable parce qu'elle était lisible, visible aux yeux de tout le monde. Et pour moi, si vous voulez, quelque part, mon anormalité, ma différence était dévoilée au grand jour. Et on était en train de se chamailler, Olivia et moi, lorsque Christelle, qui était un peu plus âgée, qui avait 18 ans, nous dit à un moment: stop, arrêtez de vous chamailler, et elle me pose la question: comment es-tu au courant pour Pascal? Alors là, je peux vous garantir, Alain, que j'ai vraiment eu l'impression que j'étais, comme je dis parfois, passé dans la 4e dimension sans réellement bien comprendre ce qui m'arrivait. J'étais vraiment très très mal. Et là, Olivia, lui: mais pourquoi tu demandes ça? Et Christelle nous avoue une chose vraiment qui nous a beaucoup étonné à cette époque-là, c'est que le soir, en cachette, elle avait même pas dit ça à sa sœur, elle l'avait jamais mis dans la confidence, elle faisait ce qu'on appelle le mur, dont elle sortait en cachette le soir, elle allait rejoindre un petit copain qui avait le permis, qui se prénommait Pascal, et tous les deux partaient en voiture et prenaient des risques à conduire très vite et même en buvant au volant. Voilà donc comment a été ce premier phénomène. Alors, est-ce que ce phénomène s'est reproduit? Alors ce phénomène, quand je suis rentré chez moi de ce week-end, vraiment, je me suis vraiment demandé, mais je ne savais toujours pas comment c'était possible. Et donc je me suis dit que c'est quand même assez impressionnant. Donc je me suis mis devant mon bureau, je me revois très bien, un gamin devant mon bureau avec des feuilles blanches et un crayon en papier, et rien ne venait. Si bien que j'avais même acheté du papier calque, pensant que ça marchait mieux sur du papier calque, et j'ai attendu pendant des mois et rien n'est arrivé. Mais ce que j'ai appris par la suite, ce qui m'avait beaucoup bouleversé, c'est que ce fameux Pascal était venu un soir attendre Christelle, qui n'était pas venu le rejoindre sous les menaces de sa sœur, et ce Pascal en question avait eu un grave accident de la route. Et ça nous avait laissé supposer à l'époque que si Christelle avait été le rejoindre, il aurait peut-être pu arriver quelque chose d'assez grave. Alors je ne peux pas faire de l'interprétation, je ne sais pas si tel aurait été le cas, mais en tout cas il est sûr que ce message avait donné une alerte contre quelque chose. Alors j'ai essayé pendant des mois comme ça et rien n'est arrivé. Et voilà que peut-être 3-4 mois après, donc je ne sais pas très bien le quantifier dans le temps, je me souviens que j'avais même abandonné toute tentative. Je faisais des mathématiques à cette époque-là. Ma main s'est à nouveau mise à trembler. Et là, le premier message d'une longue série de messages m'a été donné. Message qui a été: je suis Elisabeth. Voilà comment je suis donc rentré en communication avec et ce que j'ai su après, une personne qui était décédée, qui avait vécu sur Terre et qui se prénommait Elisabeth. Elisabeth est restée avec moi pendant 8 ans. J'ai vécu 8 ans d'une amitié merveilleuse avec une entité qui m'a appris énormément de choses. Elisabeth s'est manifestée avec moi pendant à peu près 4 ans uniquement par le biais de ce que j'ai appris à être par la suite l'écriture automatique. Alors bien sûr, ça m'a beaucoup perturbé au début. Mes parents étaient aussi très très perturbés. Et ensuite, lorsque j'avais à peu près, je dirais 20-21 ans, j'ai eu la grâce de pouvoir l'entendre directement en claire audience me parler. Comment ça se produisait justement quand vous l'entendiez directement?
Ah ben c'était réellement, j'entendais la voix d'une dame qui me parlait. Cette voix restera gravée dans ma tête toute ma vie. Elle avait une voix, comme chacun a une voix, et elle me parlait comme si elle était à côté, alors qu'elle était à côté mais invisible, présente mais invisible. Et elle me parlait et elle me donnait souvent des clés dans des situations bien difficiles. Et elle m'a amené comme ça pendant 8 ans à me confirmer, me conforter réellement dans cette certitude de la survivance de l'âme. Elisabeth m'a appris réellement pendant 8 ans vraiment énormément de choses, et j'en retiendrai 3. S'il y a réellement 3 choses que je dois aujourd'hui partager avec vos auditeurs. La première chose qu'elle m'a appris, Elisabeth, en étant gamin, c'était quelque chose qui pour moi était vraiment totalement étonnant, c'était que la mort n'est pas la fin de tout. Mes parents m'ont toujours dit que lorsqu'on mourait, tout c'était la fin de tout et il n'y avait plus rien après, c'était le néant. Et bien sûr, je les avais crus, même si au fond de moi ça me paraissait bizarre. Vous savez, lorsqu'on est gamin, tout ce que disent les parents, c'est parole d'évangile. Ouais. Donc, Elisabeth est venue me dire, la mort ce n'est pas la fin de tout, la mort n'est que physique. Ça a été pour moi la première chose étonnante qu'elle ait pu m'apprendre. Et elle m'a expliqué que pendant le processus de la mort, donc pendant qu'on est en train de mourir, l'âme se dissocie du corps. Et elle me disait, je me rappelle de ces termes, l'oiseau s'échappe de la cage. On retrouve ça un peu dans les NDE et dans les sorties de corps. Tout à fait, exactement. Alors après, il y a d'autres images. On dit que le papillon sort de la chrysalide, mais elle avait choisi l'image de l'oiseau qui quitte sa cage. Est-ce qu'elle vous a donné d'autres clés, justement, d'autres informations concernant la mort qui n'existe pas? Elle m'a appris sur la mort aussi quelque chose de très très important. Et ça, je le dis toujours aux personnes que je rencontre à conférence. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on ne pense pas. Elle m'a appris que les liens d'amour, par-delà la mort, de ce qu'on appelle la mort, qui n'est que physique, ces liens d'amour ne sont jamais rompus par ce processus de mort physique. Et elle me disait, mais mieux encore, Christophe, il faudra que tu dises aux gens que la mort ne rompt jamais les liens d'amour, mais mieux encore, elle magnifie ces liens. Alors je lui ai demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire magnifier? Parce que bon, à cette époque-là, j'avais beaucoup de mal à comprendre tout ça, et elle m'expliquait, Elisabeth, que lorsque sur Terre, on ne sait pas montrer aux gens qu'on les aime, on ne sait pas leur dire qu'on les aime. Parfois, on aime les gens, mais par l'ego, parce qu'on ne veut pas faire le premier pas, et bien on va se priver d'un amour parce qu'on ne veut pas faire le premier pas. Par exemple, on s'est disputé avec sa sœur, et bien pendant des années, on ne se voit plus parce qu'on ne veut pas faire le premier pas. Dans l'ego, avec, on va dire, toutes ces non-qualités qu'on peut avoir sur Terre. Et lorsque la personne passe de l'autre côté, elle a ce potentiel de pouvoir être dans le cœur de celui qui est sur Terre. Et vous avez certainement bien entendu dans le témoignage... Alors justement, de Nicole Dron. Voilà, exactement. Nicole Dron le dit très bien. Mais c'est pour ça que je l'ai retrouvé. Il y a une cohérence impressionnante lorsqu'on écoute les témoignages des NDE. Nicole le dit clairement, et c'est exactement les mêmes choses qu'Elisabeth me disait. Nicole a dit, lorsque je suis arrivé de l'autre côté, j'ai pu être dans le cœur de mon mari et de mon beau-père. Tout à fait. J'ai pu sentir ce qu'il y avait du plus profond en eux. Et Elisabeth me disait la même chose. Lorsque l'entité passe de l'autre côté, donc lorsque l'oiseau quitte la cage et arrive de l'autre côté, elle a ce potentiel de pouvoir être dans le cœur de ceux qui sont sur Terre. C'est pour ça que là, elle peut voir l'entité, réellement ce qu'il y a de plus profond en nous. On ne peut plus mentir là. Il n'y a plus de triche possible. Combien on les aime. Tout à fait. C'est pour ça que les personnes qui n'ont pas eu la chance ou la possibilité de pouvoir dire à leur être cher avant leur départ combien elle les aimait, combien cette personne avait pu compter, c'est pas grave. Elle le sait autant qu'eux parce qu'elle peut être dans leur cœur. Et ça, pour moi, à cette époque-là, ça a été ma deuxième grande découverte. Mais ma troisième, celle qui m'a le plus étonné et celle qui réellement m'a peut-être poussé à faire tout ce que je fais maintenant. Christophe, on va s'arrêter là. On va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants et vous nous parlerez justement de cette troisième information. À tout de suite. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous aimez le mystère, le paranormal, vous avez vécu une expérience, dites-nous-le. Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Christophe Barbet. Vous nous parliez d'Elisabeth il y a quelques instants, juste avant la pause, et vous nous parliez qu'il y avait une troisième information qu'elle vous a délivrée.
Exactement. Elisabeth m'a appris quelque chose et qui est la clé, je pense, de beaucoup de choses. Elle m'a appris elle me disait, effectivement, la mort, c'est une séparation. Personne ne peut le nier. Personne ne peut nier que lorsqu'on perd un être cher, l'absence physique est présente et c'est très très dur. On a envie, et tout le monde, qui que ce soit, quelles que soient ses croyances, on a envie par moment de pouvoir embrasser, serrer l'être cher contre soi, pouvoir être avec lui, tout le monde l'a ça, et on souffre de ce que l'on appelle le syndrome des bras vides. Elle me disait, oui Christophe, la séparation physique existe. Par contre, il faut que tu dises aux gens que cette séparation n'est que provisoire et que nous nous retrouvons tous un jour. Et elle me disait, en attendant, Christophe, tous ceux qui sont dans le deuil doivent comprendre qu'il faut qu'ils soient patients, que s'ils sont sur terre et leur être cher de l'autre côté, c'est qu'il y a forcément à ça quelque chose à faire et qu'ils doivent faire en sorte de retrouver un équilibre pour un bien-être, un équilibre sur terre, et cet équilibre sur terre sera profitable à leur être cher dans l'au-delà. C'est pour ça que lorsqu'on dit clairement, et on entend très souvent ça dans les témoignages, que lorsqu'on a perdu un être cher et lorsqu'on a passé certaines étapes très difficiles, lorsqu'un jour on arrive à se surprendre, à sourire à nouveau, c'est qu'on a dépassé un cap. Et il est évident que ce sourire, ce petit bonheur que l'on peut avoir, on l'offre à cadeau à son être cher de l'autre côté. Parce pour eux, ils ont énormément de difficultés à pouvoir être pleinement heureux et accomplis dans un nouveau monde s'ils s'aperçoivent que leur famille terrestre sont toujours dans une souffrance énorme et qu'ils ne la dépassent pas. Alors une question Christophe, que beaucoup d'auditeurs nous posent. Comment ça se passe dans l'au-delà? Quelle est la vie justement des personnes décédées? Que font-ils? Mais ça, j'ai reçu des enseignements, notamment de plusieurs guides à ce niveau-là. Donc je peux même, c'est à la limite, même mieux vous donner l'information. Je vais vous lire un message que j'ai reçu en écriture automatique, il y a peut-être 10-15 ans de cela, par un guide spirituel. Donc je vais reprendre les passages de mon premier livre, Langage de l'invisible, et le message était le suivant. Vous vous interrogez sur nos occupations dans la lumière. Sachez que nous sommes éternellement occupés. Nous avons tous ici des rôles bien établis. Chaque âme opère dans le seul et même but, l'amour et le bien-être de toute forme de vie. Chaque entité s'épanouit dans un domaine qui reflète son savoir, ses connaissances et sa sensibilité issue de son vécu sur Terre. Il n'est pas rare de trouver ici des entités qui continuent un travail commencé au préalable. Nous sommes organisés en groupements d'âmes. Certains des groupements sont appelés messagers, d'autres médecins du ciel ou institutrices du ciel. Nos messagers dans l'au-delà ont été sur Terre soit liés à l'enseignement, au journalisme, soit à l'information. Ils continuent ainsi à livrer des enseignements sur nos lois divines et notre épanouissement. Certains, par contre, sont des messagers protecteurs comme moi, donc l'entité qui me donnait le message. On nous appelle généralement des guides. Nos médecins du ciel peuvent aussi avoir connu et étudié la médecine sur Terre, mais ici, ils utilisent l'amour pour seule médication. L'amour est un antidote pour beaucoup de maux. Nos médecins célestes interviennent la nuit dans votre monde. Ils visitent les hôpitaux, les cliniques lorsque les patients dorment pour mieux ressourcer leur âme qui, par le sommeil, sont détachées du corps. Les médecins répandent ainsi de fortes posologies d'amour, d'énergie et de soulagement, voire de guérison si cela est possible. N'hésitez pas à nous solliciter, vous qui savez. Comprenez que pour nous, vous aider n'est pas un travail comme un travail sur Terre. Travailler est synonyme de bien-être, de joie et surtout de vie. Pour nous, être mort signifierait ne plus avoir à donner d'amour et de réconfort. Aider, partager, donner, réconforter sont des organes vitaux. Ces actions nous font vivre. Vous pouvez vous adresser aux médecins du ciel pour la santé, aux guides pour la protection, aux institutrices du ciel pour vos enfants. Les anges, eux aussi, vous protègent comme le font les guides, mais un ange est une entité qui n'a pas de passage sur Terre. Bon, le message est très très long. Alors ce qui m'a toujours étonné à moi, lorsque je reçois ces messages, c'est que je ne suis pas réellement versé, moi, dans tout ce qui est religion.
Oui, oui. Je reçois énormément, quand je reçois des messages comme ça, je retrouve des mots dans leur enseignement qui, on dirait, ce sont des mots catholiques, ange, divin, voilà. On s'aperçoit que réellement, on retrouve dans les messages des guides quand même parfois un peu une connotation religieuse. Que beaucoup de gens ont du mal à faire la différence, et qui est énorme, entre la religion et le spirituel. Justement, on retrouve ces messages dans les écritures de Pierre Meunier et de Jeanne Moragnier. Il y a une cohérence, si vous voulez, Alain, lorsqu'on regarde un petit peu tout, lorsqu'on met bout à bout chacun des messages reçus par différentes personnes dans le monde entier, on s'aperçoit qu'il y a une cohérence impressionnante. On s'aperçoit qu'il est indéniable que la source, il y a une seule et même source qui nous instruit à tous et qui nous pousse et qui nous intime réellement à avancer et à chercher réellement au plus profond de soi-même notre raison d'être ici sur Terre. Et certains messages d'expérienceurs NDE rapportent aussi ce genre d'informations. Tout à fait. J'ai rencontré il n'y a pas très très longtemps un enfant qui a fait une NDE, il est très jeune, il avait 7 ans, et cet enfant, lorsqu'on lui a demandé dans ce qu'il avait vu, bien sûr, il parlait avec ses mots d'enfant, et j'ai trouvé très beau, il m'a dit, quand je suis arrivé dans le tunnel, c'est une dame de lumière qui est venue me chercher. Une dame allumée qui est venue me chercher, voilà exactement. Une dame allumée, pour dire une dame de lumière, je trouvais ça très très beau. Elisabeth Kubler-Ross aussi a rapporté comme ça des messages, puisqu'elle a étudié je ne sais pas combien d'enfants en phase terminale de grave maladie, et ces enfants parlaient de lumière, de dames de lumière, etc. Exactement, etc. Vous voyez, on retrouve exactement la même chose. Les enfants ne se connaissent pas. Est-ce que vous avez vécu d'autres phénomènes ? Des phénomènes, j'en ai vécu énormément, dont Elisabeth avec moi, elle reste avec moi pendant 8 ans. Bon, je vous dis, vers les 4 dernières années, elle est restée avec moi, mais elle se manifestait plus par écriture automatique, mais c'était par clairaudience, dont elle pouvait me parler, et j'ai pu réellement comme ça avoir des enseignements. Jusqu'au jour où Elisabeth est partie, elle m'a dit que sa mission était terminée, qu'elle ne reviendrait plus, dont je ne l'ai pas cru. Effectivement, elle n'est jamais revenue, et j'ai vécu mon premier deuil, alors ce que j'explique très, très souvent en conférence, que j'ai vécu donc à l'âge de 24 ans, j'avais 24 ans quand elle est partie, mon premier deuil avec une personne que j'aimais mais qui n'avait pas de corps. Ce qui prouve bien que l'intensité de l'amour n'est pas du tout rattachée au matériel. Ça a été pour moi ma première grande séparation, mais alors là, avec la grande difficulté que toute communication possible avec Elisabeth était interdite par la suite. Je ne suis jamais parvenu à nouveau à communiquer avec elle. Chose qui est impossible la plupart du temps avec nos êtres chers, parce que la communication, elle est facilement possible d'établir un contact avec nos êtres chers, parce qu'ils ont aussi besoin de ça. Mais j'ai vécu bien sûr d'autres phénomènes, énormément de phénomènes, mais si je devais parler un petit peu de ce qui m'a marqué le plus en tant que personnage, en tant que personne, c'est une étape que j'appelle l'épreuve majuscule de ma vie. Un jour j'étais en vacances, tout se passait très très bien, nous étions en famille, il y avait mes parents. Nous étions au restaurant, nous étions au bord de la mer en train de manger, donc on va dire tout était parfait pour être heureux, jusqu'au moment où j'ai pu entendre pendant le repas la voix d'un homme qui est venu me parler à l'oreille, un guide, et qui me dit « Profite de ta mère, elle va bientôt partir ». Ouais. Et je peux vous garantir qu'à ce moment-là, vraiment, j'aurais aimé douter. J'aurais aimé me dire tout ça, c'est des bêtises, ce n'est pas possible. J'aurais peut-être même aimé me dire que j'étais fou, que tout ça était foutaise, mais malheureusement. Cette voix de guide, lorsqu'il m'a dit « Profite de ta mère, elle va bientôt partir », il m'annonçait le départ imminent de ma mère. Alors ma première réaction stupide, j'avais 33 ans à l'époque, ça a été de lui dire, en lui parlant dans ma tête « Mais bientôt, c'est quand bientôt ?» Et je m'attendais à ce qu'il me donne une date. Nous étions le 2 septembre 2002. Cette date reste dans ma tête gravée à jamais. Et je pensais qu'il allait me donner une date, et il m'a dit « À la même période où il te faudra changer de travail ». Alors dans l'instant, ça m'a vraiment énormément réconforté, parce qu'il n'était pas question que je change de travail. Et même stupidement, je m'étais dit à cette époque-là, même s'il y avait un problème dans ce travail, je resterai dans ce travail même s'il ne me paie pas. Comme si ça allait garder ma mère. C'était stupide comme réaction, mais vous savez, c'est des réactions qu'on a comme ça dans la souffrance. Et voilà que le fin septembre se passe, j'avais ce poids sur la conscience, il était difficilement possible d'en parler à l'entourage, à mon père, à mon frère, c'était très très difficile, parce que est-ce que j'avais le droit, allait-il me croire? Donc j'en ai bien sûr parlé à des amis très très proches et qui m'ont compris, mais j'avais toujours cette impression qu'il y a un compte à rebours qui allait se déclencher. Et voilà que en octobre, mon patron me convoque en me disant « Voilà, et je voudrais t'annoncer une très mauvaise nouvelle. Nous venons d'avoir des résultats comptables, la société va pas très très bien. Je te conseille de commencer à regarder un petit peu à l'extérieur, ce qui peut
s'il n'y a pas d'autre opportunité. Et lorsqu'il m'a dit ça, je peux vous dire que j'ai dû faire une tête tellement décomposée. Il a vu, parce qu'il m'a dit, mais ne t'inquiète pas, ne fais pas cette tête. Hein. Avec l'expérience que tu as, tu vas vite te retrouver. Mais en fait, c'est pas ça du tout qui m'inquiétait. C'est réellement ce que ça signifiait en arrière-plan. Et effectivement, on arrive au mois de novembre, maman a commencé à avoir quelques petits soucis de santé. Pas très grave, elle avait des problèmes dont elle a passé des examens, on s'est aperçu qu'elle avait des problèmes de vésicule biliaire, elle est rentrée à l'hôpital pour qu'on lui fasse dans l'ablation de la vésicule biliaire, c'est fait par cilioscopie, en 2 jours c'est réglé, on n'en parle plus, opération très courante. Mais vous savez, quand maman est partie de la maison et lorsqu'elle est partie à l'hôpital pour cette opération, là aussi, j'ai ressenti la même chose, j'ai senti qu'elle ne reviendrait jamais. Le même ressenti que lorsque j'étais gamin, et j'en ai beaucoup souffert. Et mon père, bien sûr, qui ne s'inquiétait de rien, m'a dit, on va faire une surprise à maman, on va retapisser toute la chambre, comme ça quand elle va revenir, elle verra la surprise. Vous savez, Alain, chaque lait de tapisserie que j'ai posé, puisque c'est moi qui tapissais, je savais que ma mère ne les verrait pas. Mais je savais qu'elle les verrait pas de terre, hein, mais je savais qu'elle les verrait d'en haut. Ouais. Ça a été très très dur en étant... Alors pour moi je dis gamin, parce que vous savez, à 33 ans, on est toujours le fils de sa mère. On est toujours l'enfant de ses parents. C'est sûr. Et effectivement, maman est rentrée à l'hôpital, l'opération s'est très bien passée, mais très bizarrement et sans aucune explication, les médecins nous ont convoqués en nous disant qu'elle avait beaucoup de mal à se remettre des suites opératoires. Et c'est bien qu'on est arrivé donc au mois de décembre, maman était toujours à l'hôpital, et maman, au mois de décembre, elle a commencé à tomber un peu dans un coma. Et à partir de là, donc, j'ai décidé de rester au chevet de ma mère, jour et nuit, parce que je savais que j'étais le plus à même à l'accompagner donc jusqu'à ce tunnel. J'ai vécu 3 semaines jour et nuit au chevet de ma mère et j'ai vécu avec elle, je dirais, elle était dans un coma profond, hein. Elle ne manifestait aucun signe de conscience et pendant ces 3 semaines, j'ai pu lui parler longuement. Et j'ai vécu avec elle les 3 plus belles semaines de ma vie avec elle parce qu'elle ne me répondait pas, mais je sentais et je savais qu'elle m'entendait. Et j'en ai eu la confirmation parce que maman, je lui ai demandé 3 choses. La première chose que je lui ai demandé à maman, c'est, tu sais, lorsque tu vas partir, je vais être très très triste parce que tu vas me manquer. Ne tarde pas à me donner un signe de ta survivance. Fais-moi vite un petit coucou de l'autre côté pour me dire que t'es bien arrivé. Ça a été la première chose. La deuxième chose que je lui ai demandé, c'est, tu sais maman, il me faut changer de travail. Et effectivement, tout s'était bien confirmé parce que ma boîte allait fermer dans 1 mois plus tard. Et bien sûr, j'avais envoyé qu'un seul CV parce que j'avais pas du tout l'âme à envoyer des centaines de CV partout. J'avais envoyé un CV dans une société très privée de Toulouse parce que je suis de Toulouse. Beaucoup de personnes veulent rentrer dans cette société, mais bien sûr, peu sont pris, les candidatures sont en général rejetées. Et j'ai dit à maman, je sais que je ne devrais pas t'ennuyer pour des problèmes matériels, c'est pas le but de tout ça, mais épargne-moi le côté matériel, les problèmes, pour que je puisse vivre spirituellement bien avec toi. Voilà la deuxième chose que je lui ai demandé. Et la troisième, qui est très importante pour moi, je lui ai dit, maman, je ne veux pas paraître égoïste, mais fais en sorte que je sois seul avec toi au moment où tu vas prendre ton envol. Parce que je suis le plus à même à te conduire vers ce tunnel de lumière et je voulais l'accompagner jusqu'à cette lumière et lui dire les différentes étapes parce que je connais tellement le processus du moment de la décorporation jusqu'au tunnel que j'ai voulu l'accompagner vraiment donc pour son dernier voyage. Et voilà que nous arrivons donc au 10 janvier 2003, donc peu de temps après, vous voyez. Et ce 10 janvier 2003, c'était un vendredi. Et à cette époque-là, j'étais président d'une association à Toulouse, association d'aide pour les personnes en deuil. Et j'aurais dû être à Toulouse en train d'organiser une conférence avec des médiums pour pouvoir réconforter les personnes à deuil. Mais bien sûr, j'étais resté au chevet de maman, à 200 km de Toulouse, sur Pau. Et j'avais demandé à tous mes collègues, à toute mon équipe et mes amis de Toulouse de pouvoir donc organiser cette rencontre avec ce médium qui ne me connaissait pas et que l'on ne connaissait pas. Et j'avais dit éventuellement à mes amis de Toulouse, quand ce médium va venir pour faire une conférence pour notre association, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît lui montrer une photo de maman, mais vous ne dites rien, on verra ce qu'il va voir. Et là c'était le vendredi 10 janvier 2003. Et lorsque ce médium a vu la photo, il a dit, ouh là là, on me montre que cette dame est sur le point de partir. Ce qui était vraiment très impressionnant, parce que sur la photo, maman était en pleine santé, sur un bateau, il n'y avait rien qui laissait présager ça. Et voilà que le vendredi soir, donc il y a ça qui se passe, donc je ne le savais pas. Moi j'étais à l'hôpital à Pau, et voilà que le samedi 11 janvier, à 6h45 du matin, alors que personne ne vient très tôt le matin, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de petit déjeuner, maman commençait à respirer difficilement, à faire de l'apnée, et là j'ai su, encore ce même sentiment, j'ai senti qu'elle allait partir.
j'ai plié le petit lit d'appoint qui était à côté d'elle. Et je me suis retrouvé à fermer la porte de la chambre, à lui prendre la main et à lui parler. Et j'ai dit, maman, est-ce que tu vois la lumière? Est-ce que tu sors de ton corps? Est-ce que tu te vois d'en haut? Est-ce que tu vois la lumière? Et j'ai accompagné, je suis maman, si tu es dans le noir, maintenant cherche le point de lumière. Est-ce que tu le vois? Et au fur et à mesure, sa respiration devenait de plus en plus forte. Je lui ai dit, si tu vois la lumière, vas-y maman, va dans la lumière. Et quand je lui ai dit ça, ma mère a donné son dernier expire. Et je dis clairement, j'ai eu l'impression d'accompagner ma mère jusqu'à ce tunnel de lumière. Maman est partie, il était 6h50 du matin, donc ce samedi 11 janvier 2003. Je n'ai bien sûr pas appelé de suite ma famille parce que c'était très très tôt. Je me suis dit je vais les laisser dormir et j'ai appelé que vers 10h par là. Et en parallèle, j'ai aussi appelé mes amis de Toulouse, de l'association, pour leur annoncer la nouvelle. Et là, j'ai eu ma première grande surprise. L'étonnement, vraiment quelque chose qui m'a émerveillé dans l'instant. Mon ami de Toulouse qui avait organisé la conférence à ma place avait été chercher le même médium, donc qui était venu la veille à Toulouse et a été de chercher à l'hôtel pour l'amener dans un autre département où on organisait une conférence. Et lorsqu'il est arrivé ce vendredi là vers 10h à l'hôtel, le médium lui a dit: oh vous, je vous retiens parce que là vraiment j'ai mal dormi à cause de vous. La personne de Toulouse, de l'association, lui dit: pourquoi vous me dites ça? Mais vous savez, la dame que vous m'avez montrée en photo hier soir là, c'est que je vous disais qu'elle était sur le point de partir. Mais cette dame, elle est venue me réveiller ce matin à 6h45, 7h moins 10 pour me dire: maintenant il me faut partir, dites à mon fils que je suis heureuse et que je suis dans la lumière. Ah, en effet. Et lorsqu'il m'a dit ça, je ne lui avais pas encore dit que maman était partie. Et là, j'ai été dans l'instant, mais vraiment, j'ai ressenti une plénitude totale. Et quand je disais à maman, ne tarde pas à me donner un signe de ta survivance, je peux vous garantir, Alain, que j'étais loin d'être aussi exigeant, que ce soit dans l'instant même. Ça a été le premier étonnement. Le deuxième étonnement a été après réflexion. Maman est partie un matin très tôt et c'était le seul moment où j'étais réellement seul. L'après-midi avec mon père. Le soir, la nuit tombée, j'avais un peu peur, je me sentais pas très très à l'aise, la nuit non plus. Et le matin, ça allait très bien, j'avais dormi et j'étais où j'étais le plus fort. Maman avait exaucé mon deuxième vœu. Il restait le troisième vœu qui était le travail. Les obsèques de maman ont eu lieu le 14 janvier et je me suis disputé avec plusieurs curés de la région de Pau qui n'ont pas du tout été sympathiques. Je le déplore vivement parce que je pense que maintenant, lorsqu'on a besoin de réconfort et lorsqu'on rencontre certaines personnes d'église, il faut parfois savoir s'accrocher, je le dis très très clairement. Donc j'ai rencontré un curé qui a pu faire les obsèques de maman, mais il ne m'a pas du tout paru très spirituel et pas très sensible à la souffrance d'un enfant qui perd sa mère. Donc j'ai dit à ce curé que je tenais moi-même à lire un texte à maman à l'église, parce qu'il était important pour moi que résonnent dans l'église les mots de l'au-delà et de survivance. Et que je dise qu'avec ma mère, ce n'était pas un adieu, mais un au revoir. Bon, il m'a laissé lire le texte en me disant qu'en général, c'est pas la famille et qu'il lit des textes. Je dis, moi, je suis pas peut-être pas comme les autres, mais j'y tiens énormément. Voilà que j'ai lu à l'église un texte que j'avais écrit à maman. Et je sais à quelle heure exactement j'ai lu ce texte. Et quand je suis sorti de l'église, tout le monde nous salue, nous montre leur compassion. Et on s'en va au cimetière. Donc, on suit le corbillard, on va au cimetière, et là j'avais laissé mon portable dans la voiture, et je regarde, j'avais un message, et ce message était tombé exactement au moment où je lisais le texte dans l'église, et lorsque j'ai écouté ce message, ce 14 janvier 2003, c'était la société de Toulouse dans laquelle j'avais postulé, qui me disait que la candidature les intéressait, et qui me proposait une embauche dans cette société. Si on dit de nous que nous sommes fous de croire à tout ça, et moi je dis qu'il faudrait être fou pour ne pas y croire. Tout à fait. Christophe, on se retrouvera une prochaine fois. Avant de nous quitter, nous allons parler des livres que vous avez publiés. Vous pouvez nous... C'est gentil. Oui. Alors. Mon premier livre s'appelle Le langage de l'invisible. Oui. Dans ce livre, c'est un livre autobiographique où je raconte donc tout ce qui m'arrivait en étant adolescent. Et je donne aussi les clés dedans sur la transcommunication instrumentale, donc la possibilité de pouvoir enregistrer les voix de l'au-delà sur un magnétophone. On en parlera une autre fois justement sur l'antenne. Tout à fait, avec grand plaisir, oui. Si cela vous intéresse. Oui, tout à fait. Et je donne aussi quelques messages en écriture automatique, c'est biographique. Oui. Le deuxième s'appelle Comment
comment les morts s'expriment et se manifestent depuis l'au-delà. Je suis conscient qu'il est très difficile pour nous sur Terre de pouvoir décrypter les signes de nos êtres chers qui nous font au quotidien. Donc j'ai fait un livre où j'ai pu recenser plusieurs signes très courants et fréquents que nos êtres chers dans l'au-delà utilisent pour nous manifester leur présence. Et j'ai voulu donc les partager avec mes lecteurs. Et en parallèle, j'ai écrit une histoire dans laquelle on voit comment l'au-delà, c'est un roman parallèle, comment l'au-delà peut, dans une belle histoire, pouvoir se manifester donc dans la vie quotidienne d'un tout un chacun. Et ce livre est très intéressant parce qu'il permet réellement de pouvoir décrypter les signes de l'au-delà. Et mon dernier livre s'appelle Signes de survivance, des familles en deuil témoignent, donc Signes de survivance. Et là, par contre, j'ai donné la parole à plein de personnes que je rencontre lors de mes conférences. C'est un livre témoignage. Des témoignages. D'accord. J'ai rencontré des parents qui ont perdu des enfants qui ont perdu des parents, des maris qui ont perdu des femmes, des personnes qui au début rigolaient quand on disait que l'âme ne mourrait pas à la mort, et ils étaient les premiers à se moquer, et maintenant ils sont les premiers à dire ce qui m'est arrivé, on ne peut plus nier. Et dans ce livre, je les ai interrogés, ils ont pu partager dans leurs témoignages. Et j'ai pu interroger aussi des psychologues, le père François Brune, Jean-Jacques Charbonnier, pour savoir où est-ce qu'on a été dans les recherches théologiques, scientifiques et médicales. Voilà, ce livre s'appelle « Signes de survivance ». Et c'est aux éditions Kimzo. Voilà, Kimzo, K-Y-M-Z-O. Si les personnes sont intéressées par ce dont on vient de parler... Vous avez un site internet ? Il suffit tout simplement, pour être très très simple, de se mettre sur un moteur de recherche comme Google et de taper Christophe Barbet. Oui. Barbet comme une barbe, voilà. Vous tapez ça et vous tombez sur mon site, il y a tout dessus. Christophe Barbe comme une barbe. Sinon, le site internet, c'est www.christophebarbe.com. Voilà, exactement, c'est gentil. Christophe, on se retrouve une prochaine fois sur l'antenne de Fréquence Évasion pour parler d'un tout autre sujet. Avec grand plaisir. À très bientôt, au revoir. Merci de m'avoir invité, au revoir. Nous étions en compagnie de Christophe Barbet qui se trouve à Toulouse et qui donne des conférences. Nous en reparlerons une prochaine fois dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. À très bientôt. Fréquence Évasion.